Bonjour, nous recevons Guénégan Bui, qui est conseiller régional de Bretagne. Vous allez bien ? Bonjour, très bien et vous ? Ça va. Petit retour sur le résultat des élections municipales. Au-delà de l'abstention très forte, est-ce qu'il y a un risque de décomposition politique ou est-ce que le côté exceptionnel des circonstances dans lesquelles s'est déroulé ce scrutin atténue la portée qu'on peut en tirer, notamment le retour du PS finalement en Bretagne ? Alors d'abord, la situation de la démocratie française n'est pas en bel état. Que ce soit les élections municipales, mais que ce soit les élections européennes ou les élections présidentielles, quand on voit que depuis 10 ans, il y a en permanence des changements, Sarkozy qui fait un mandat, Hollande qui fait un mandat, Macron qui est très très déséquilibré et très peu soutenu dans l'opinion publique, on voit bien qu'il y a un mal qui est profond. Alors effectivement, il y a eu une situation de crise complémentaire qui est venue provoquer ce qu'on a connu sur les élections municipales et qui crée des débats sur la légitimité ou pas des maires qui ont été élus. D'abord, il n'y a pas de doute sur la légitimité puisqu'il suffit qu'il y ait un électeur qui vienne pour que le suffrage universel soit respecté. Il n'en reste pas moins que là, tous ensemble, tous les élus, de toutes sensibilités confondues, on doit à un moment s'interroger sur ce que l'on est, ce que l'on donne à voir à la population. Parce que si les gens ne viennent pas voter, c'est parce que peut-être nous, ce que l'on propose ne leur correspond pas. En tout cas, pour le Parti socialiste, qui a connu une grande déculottée au moment des élections législatives et présidentielles, c'était un moment d'introspection fort, douloureux pour beaucoup, et il a fallu repartir. On nous avait enterrés trop rapidement, comme d'habitude, puisqu'on est quand même un vieux parti, et les élections municipales sont venues montrer, en tout cas en Bretagne, qu'il faudrait encore compter pour longtemps sur l'idée socialiste, sur les propositions de changement dans la vie des gens, que ce soit à Brest, que ce soit à Quimper, que ce soit à Morlaix, que ce soit à Rennes. Et puis, la famille socialiste, elle a su s'ouvrir et partager les responsabilités, parfois même ne pas être en leadership. Je pense notamment à Saint-Brieuc, je pense notamment à Auray. Et c'est ça aussi qui va ouvrir de nouvelles perspectives, en tout cas à gauche. Une compréhension. Alors justement, ne pas être en leadership, c'est aussi la décision d'Olivier Faure de dire finalement pour la présidentielle, je suis prêt à me ranger derrière Yannick Jadot. Alors il y aura un congrès à l'automne, mais est-ce que c'est quand même la première fois qu'au PS on se défausse sur un autre parti? Est-ce que c'est une bonne idée? Non, d'abord, les prochaines élections présidentielles, ce que l'on sait tous, c'est que si la gauche part séparée, on sera éliminé au soir du premier tour. Quand on est éliminé au soir du premier tour, on est ratiboisé aux élections législatives. Tout le monde l'a compris. Donc, les élections municipales ont été une démonstration grandeur nature pour montrer que la seule solution, c'était l'union. Et l'union, quand on arrive devant au premier tour, souvent, c'est la victoire au deuxième tour. Donc, quand on sait, on voit cet axiome. Donc l'union de la gauche, maintenant, c'est avec les écologistes. Oui, bien sûr. Mais parce qu'avec les écologistes, les communistes, les citoyens, tous ceux qui avec veulent... Les communistes, ça ne pèse plus grand-chose. Les écologistes sont la force montante. Oui, c'est une force montante. Mais si vous regardez le nombre de communes et de grandes villes qui sont gérées par les socialistes, on est encore bien largement devant les écologistes. Il n'en reste pas moins que Pourquoi d'ailleurs pourquoi en Bretagne, les socialistes résistent aussi bien à la tête des villes ? Parce que leurs bilans sont bons. Regardez, ils ont transformé leur ville. Ils ont transformé Rennes et Brest ont été totalement transformés. Et la pratique du pouvoir, le lien avec les forces syndicales et le fait qu'on a pris aussi et on a compris que lors de la défaite électorale de 2017, il fallait changer de tout au tout. Vous n'aviez pas des listes comme on pouvait le faire antérieurement, où ce que vous pouviez appeler les apparatchiks étaient en position. On a tout rasé. On est allé chercher, on a ouvert les portes et les fenêtres. Il y avait beaucoup de militants associatifs qui étaient dans nos listes. Le chef de l'État a laissé entendre lors d'une interview à la presse régionale qu'il ne passerait pas en force sur les élections régionales. Donc il n'était pas question de les reporter, pas plus que les départementales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais pour déplacer des élections, il faut qu'il y ait un principe important. On ne peut pas décider tout seul dans son coin de changer les dates d'une élection. Il faut qu'il y ait une réforme importante qui légitime ce changement. C'est quoi ? Moi, je n'ai pas de projet de réforme des institutions, je n'ai pas de projet de réforme des collectivités locales qui amènerait à la nécessité d'un changement. Donc, la démocratie française, elle est trop fragile. Il y avait une sorte de deal
qui avait commencé à s'esquisser. Je ferai une grande réforme de la décentralisation. En contrepartie, il faudra peut-être repousser les élections régionales. Apparemment, pas de report des élections régionales. Ça veut dire petite réforme de la décentralisation. Vous y croyez ? Mais quand on est chef d'État, mais comme tout homme politique et femme politique, on a normalement le sens de l'État. Si vous pensez que pour le bien du pays, il faut faire une réforme de la décentralisation, ben vous ne faites pas du chantage. Vous ne dites pas je vais te donner si tu me donnes ça. Ce n'est pas du niveau d'un chef d'État, ce n'est pas un maquignon. Donc, à un moment, il faut, s'ils pensent qu'il y a nécessité de décentraliser ou de déconcentrer, qu'ils viennent devant les élus et les assemblées délibérantes et qu'ils disent voilà mon projet. Et après, on débat. On est d'accord, pas d'accord. C'est ça dont on a besoin. Pour les élections régionales, Loïc Chénez-Girard est à la tête d'une majorité un peu composite. On dit parfois qu'il fait le grand écart. Pour certains, comme vous, il devrait s'émanciper de Jean-Yves Le Drian, qui est resté au gouvernement. D'autres, au contraire, pensent qu'il ne peut pas se faire réélire sans l'appui de Jean-Yves Le Drian. Quelle est votre position là-dessus ? Moi, je pense qu'il est temps que Loïc prenne effectivement son émancipation parce que le temps a changé. Jean-Yves Le Drian fait beaucoup de choses pour la Bretagne, mais il a fait des choix personnels. Il est aujourd'hui dans un gouvernement qui n'est pas un gouvernement qui correspond à ce qui a fait l'assise de sa victoire aux élections régionales. Donc, que chacun vive sa vie, et comme pour reprendre l'expression qu'avait Laurent Fabius, lui c'est lui, moi c'est moi, et ça sera très bon pour Loïc Chénez-Girard de montrer quelle est sa personnalité, quel est son projet. Ça vous a choqué que Le Drian appelle Fabrice Loher le jour ou la veille du scrutin à Lorient ? Je ne l'ai pas compris. Fabrice Loher a été si longtemps l'adversaire de Jean-Yves Le Drian pour que d'un seul coup, il l'appelle pour se mettre à son service. Je n'ai pas compris. Pas tant qu'il se mette à son service, de son territoire, puisque c'est la responsabilité de chaque élu de participer au développement de son territoire, mais que ce soit aussi vite, aussi prompt, c'était dérangeant. Alors nous enregistrons, nous n'avons que des rumeurs sur la composition du gouvernement, mais à l'heure où vous serez diffusé sur cette antenne, le gouvernement sera formé. Malgré tout, on a quand même quelques tendances. Et puis le Premier ministre Jean Castex, maintenant, n'est plus un inconnu. Est-ce que vous croyez au pacte social qu'il a annoncé l'autre jour sur TF1 ? Non. Non, parce que quand on fait un remaniement, c'est parce qu'on pense qu'il faut faire un second souffle. Donc, encore plus dans un quinquennat. Donc un second souffle, ça nécessite des inflexions. Or, les inflexions, moi, je ne les ai pas vues. Il dit sur la réforme de retraite, je vais essayer de la faire passer. Sur la réforme de l'assurance maladie, je vais la faire passer. Je ne suis pas sûr que ce soit le message qui a envoyé les électeurs au moment des élections municipales. Si la seule réponse du gouvernement, c'est de remplacer un juppéiste qui n'avait pas démérité, il n'est pas de mon camp, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a fait Édouard Philippe, mais il n'avait pas démérité pour mettre quelqu'un qui est un illustre inconnu, un bon fonctionnaire d'État, sûrement, et qui a comme profil d'être un ancien sarkozyste, je ne vois pas l'intérêt pour la République, en tout cas, de choisir ce genre de personnage. Et donc, je ne crois sûrement pas à sa capacité à, en quelques semaines, réussir à faire cette concorde sociale qui est nécessaire, parce qu'on est quand même tous assis sur un baril de poudre. Comment est-ce que le PS doit se refonder aujourd'hui ? On a parlé de Jean-Yves Le Drian, qui a quand même donné une impulsion vers plus de réalisme et une culture de gouvernement. Vous vous situez comment ? On parle aussi parfois d'une certaine dérive indigéniste de certains élus socialistes qui essaieraient de se rattraper par le communautarisme de ce qu'ils ont perdu dans les classes populaires. Non, c'est tout ça, c'est plus blabla. D'abord, la culture de gouvernement, on l'a tous. Moi, j'ai adhéré au Parti socialiste en 1993. En 1993, on a été tous biberonnés, évidemment, à la capacité à transformer la vie des gens, mais pas mentir aux gens, pas leur dire que demain, on apporterait des lunes. On est capable de lire des budgets, on est tous en responsabilité dans des collectivités locales. Donc, dire que d'un seul coup, d'un côté, il y aurait les réalos et de l'autre, ceux qui sont capables de rêver à la lune, c'est pas vrai, c'est pas ça la gauche aujourd'hui, en tout cas, c'est pas les socialistes. Et dire ensuite que la fuite de certains socialistes, ce serait de courir après les communautarismes, là encore, mais donnez-moi des noms. Qu'il y ait des dérives individuelles à droite, à gauche, chez les centristes, ou parfois dans un certain nombre de discours de responsables politiques, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout la ligne du Parti socialiste. La ligne du Parti socialiste, c'est l'émancipation, c'est donner à chaque individu sa capacité à faire son propre bonheur et à donner ensuite à ceux qui sont tombés une deuxième chance, voire même une troisième chance. C'est ça le principe de la gauche.
Alors, le principe de réalité, en revanche, c'est l'économie et c'est aujourd'hui la multiplication des plans sociaux chez Hop, à Morlaix, chez Nokia, à Lannion, aux fonderies de Bretagne. Comment est-ce que l'État, et singulièrement Bercy qui est aux manœuvres, aux manettes, et à qui on reproche finalement de trop donner aux grands groupes avec peu de contrepartie, comment est-ce que l'État peut essayer d'atténuer ces chocs sociaux qui vont se multiplier à la rentrée ? Je vais vous prendre juste l'exemple de Morlaix et l'exemple de Hop. L'exemple de Hop, personne ne conteste qu'il doit y avoir un certain nombre d'adaptations suite à la crise du coronavirus et ce qui se passe à Air France et dans le transport aérien. Personne. Ce que l'on conteste, c'est que c'est un choix de destruction de valeurs industrielles à Morlaix pour le déplacer où ? À Nantes. C'est pas pour déplacer tout simplement et détruire une valeur industrielle, c'est juste pour satisfaire des plans profonds émanant de l'état profond d'Air France, en lien avec les inspecteurs des finances, qui essaient de ressortir un plan que nous avions déjà réussi à bloquer. Ce que Marylis Lebranchu avait bloqué avec l'appui du Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault. Mais j'étais à la table des négociations avec Jean-Luc Fichet, puisqu'à l'époque j'étais parlementaire, et nous avions les responsables d'Air France en face de nous, qui nous disaient déjà « Ah oui, mais Morlaix, c'est loin ». C'était les seuls arguments. Morlaix, c'est loin. Donc, Bercy a la capacité de dire, avec les administrateurs d'État qui siègent au conseil d'administration, non, on ne peut pas faire de politique industrielle sans faire une politique d'aménagement du territoire. Pour Nokia, c'est pareil. On ne peut pas donner des milliards et des milliards sans avoir un certain nombre d'exigences. Qu'il y ait des adaptations, d'accord, mais que ce ne soit pas toujours la seule réponse de la concentration des hommes et du capital aux endroits où il fait beau, c'est-à-dire où ? En région parisienne. La crise du Covid, elle nous a démontré quoi ? Que plus il y avait de monde à un endroit, plus il y avait des dangers. Donc on a une nécessité, quand on est un chef d'État, de répartir et de préparer la résilience de son État et de son économie. Quand vous injectez des centaines de milliards comme ils le font actuellement pour sauver l'économie, et ben en même temps, vous préparez la crise d'après. Merci Guénégan Bich, ce sera le mot de la fin. On se retrouve demain avec un nouvel invité sur TBO et TV Sud. À très vite.